Hello tout le monde, bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série de 4 vidéos sur le thème des 4 saboteurs du bien-être que je retrouve le plus fréquemment en naturopathie. Alors, dans une première vidéo, je vous ai parlé de malbouffe et en particulier de sucre à l'excès et son impact négatif sur le corps, le mental, les relations sociales. Dans la deuxième vidéo, je vais vous parler de béton et de l'homme extrait de son environnement naturel et l'impact négatif que ça peut avoir au niveau sensoriel, corporel, mental, émotionnel et sociétal. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous parler de digital, tous les travers du digital, mais aussi quelles solutions on peut apporter. Dans la quatrième vidéo, je vous parlerai de stress. Alors, il y a 4 points communs à ces 4 saboteurs, ou du moins il y a plusieurs points communs, pas forcément 4 d'ailleurs. Le premier, c'est que ils font tous partie, des fondamentaux de la vie. C'est-à-dire que ce que je remarque souvent, c'est que quand j'ai quelqu'un en consultation, les personnes vont venir et vont s'intéresser à quelque chose de très superficiel. Par exemple, pour un trouble particulier, ils vont se focaliser sur leurs symptômes très précis et dire voilà, je veux la plante miracle ou le complément alimentaire miracle qui va me permettre de me sortir, de soulager ce symptôme. Et moi, c'est ce que j'appelle en fait l'approche béquille. Donc, admettons quelqu'un a des troubles du sommeil, va venir et me demander de la mélatonine ou de la valériane et pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire que ça ne s'inscrit pas dans un programme stratégique structuré où il y a plusieurs leviers de changement et certains superficiels, d'autres plus profonds. Et ce que je remarque, c'est que souvent ces personnes, elles sont prêtes à consommer des choses en superficie, sans pour autant changer dans la profondeur leur mode de vie. Et il s'avère que les 4 saboteurs vraiment s'inscrivent dans le mode de vie, c'est-à-dire les habitudes du quotidien qui nous concernent, chez nous, dans notre environnement de vie, tous les jours, pour lesquels il faut quelque part soit faire des efforts, soit enclencher de nouvelles habitudes. Et ce que je remarque, c'est que si ces fondamentaux ne sont pas pris en compte, eh bien, vous aurez beau prendre la plante, le complément alimentaire qu'il faut, il n'y aura pas de changement profond au niveau du bien-être. Parce que qui reste dans l'excès de sucre, l'excès de malbouffe, l'excès de béton, sans jamais s'exposer à la nature, l'excès de digital ou l'excès de stress, mais prend quand même une plante dite miracle, ne changera jamais au plus profond son bien-être. Donc déjà, ça c'est la motivation pour avoir fait ces vidéos, c'est d'essayer de vous amener des arguments qui vous permettent peut-être de prendre conscience des travers de l'excès de ces 4 saboteurs et combien c'est important dans une hygiène de vie globale, à savoir ce sont des changements profonds qui viennent s'ajouter à des changements superficiels que vous pourriez faire, des changements plus béquillés. Le deuxième point commun, c'est que ces 4 saboteurs, avec peut-être une exception près, ces 4 saboteurs pris à l'excès, consommés à l'excès, nous dénaturent. Nous dénaturent par rapport à notre nature profonde, essentielle, primordiale, appelez ça ce que vous voulez. L'homme, dans son état d'être en tant qu'espèce, vient de la nature. Le berceau de l'homme, c'est la nature. Pendant des millénaires, il a très très bien vécu sans malbouffe, sans fast-food, sans sucre en excès. Bien sûr, du sucre, il en faut, mais des bons sucres, moi je vous parle des mauvais sucres. Il a très bien vécu sans le béton, il a très bien vécu sans le digital. Il y a juste l'exception du stress qui effectivement est une réponse, on va dire, existentiellement saine, utile. On en parlera un peu plus dans la 4e vidéo. Mais encore une fois, le stress à l'excès, c'est pas une bonne chose non plus. Donc ça nous dénature parce que alors, évidemment, l'homme a fait des progrès, je ne vous parle pas de revenir à l'âge des cavernes, mais, et beaucoup de ces choses-là ont été mises en place pour nous aider à avoir une vie plus confortable, mais ce faisant, aujourd'hui, c'est poussé à l'excès. C'est poussé à l'excès et ça a un énorme impact sur la santé physique, mentale, émotionnelle de la plupart des personnes qui ne se retrouvent plus, qui ne trouvent plus le sens
à la vie. C'est ce que je vois beaucoup chez beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à comprendre où elles habitent dans leur milieu de vie, parce que ça ne correspond pas à un milieu naturel, avec des habitudes de vie au naturel. Donc, on est tombé un peu dans une sorte d'amnésie au fil des années, où on a oublié un petit peu d'où on venait, et je minimise en disant ça. Et c'est pour ça qu'il y a un regain d'intérêt pour tout ce qui est naturel, pour revenir un petit peu à l'essentiel et à nos sources. Troisième point commun, c'est que ces 4 saboteurs sont devenus des normes sociétales. Aujourd'hui, les personnes les appliquent, les consomment en masse, sans forcément se poser beaucoup de questions et sans réaliser peut-être l'impact, ou du moins on n'en parle pas parce qu'il y a quelque part, alors soit un manque d'éducation par rapport aux effets néfastes, soit une peur de déviance sociale. C'est-à-dire que si on est celui ou celle dans un groupe qui consomme moins de certains types d'aliments ou qui se tourne vers des aliments plus sains, ou qui consomment peut-être un petit peu moins d'alcool, ou qui sont un petit peu moins dans le digital, qui se tiennent un petit peu moins au courant de ce qui se passe dans le monde, ou des personnes, voilà, etc., etc., eh bien, on peut peut-être imaginer être en déviance sociale et être un petit peu en dehors du groupe. Donc, ce que je remarque, c'est que les gens savent globalement que l'excès de ces 4 saboteurs n'est pas super bon, mais pour autant, parce que c'est accepté par la masse, l'effet un peu mouton, eh bien, ils continuent à subir, entre guillemets, soit à choisir, soit à subir en dépit des effets négatifs. Le dernier point commun, mais il y en aurait plein d'autres, c'est que je remarque, mais ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on sous-estime souvent l'impact en détail de ces 4 saboteurs sur notre corps, sur notre mental, sur nos émotions, sur notre hygiène de vie. Donc c'est ce que je vais m'atteler à vous présenter dans cette vidéo. Donc je vais débuter par une définition de ce qu'est le digital, selon moi en tout cas. Puis je vous parlerai des conséquences négatives d'une consommation à l'excès du digital sur le corps, sur les pensées, le mental, notre façon de nous, notre rapport à nous, et sur les émotions, et aussi sur les relations sociales, avec une emphase particulière sur l'enfant, parce que l'enfant, il est vraiment cible et victime, je dirais, de ce que les parents vont décider pour lui dans un premier temps, autant au niveau du sucre qu'au niveau du béton, qu'au niveau du digital, qu'au niveau du stress. Et puis ensuite, parce qu'on ne veut pas rester sur quelque chose de négatif, je vous proposerai des solutions simples, efficaces, relativement rapides à mettre en place, et naturelles, voilà, respectueuses de qui nous sommes, pour pouvoir alléger l'impact éventuel du digital sur votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est que le digital ou le tech ? Bon, déjà, en préambule, je dirais que c'est quand même une merveilleuse avancée. On ne va pas cracher dessus, c'est pas tout noir. Ça a permis énormément d'échanges, de communication entre les personnes à distance. Ça a permis, et ça permet toujours, que les personnes puissent s'exprimer. C'est un support sur lequel toute personne, quelle qu'elle soit, peut s'exprimer. Donc ça change un petit peu des années 80, où on voyait toujours les mêmes personnes comme étant des célébrités ou les mêmes artistes, où il y avait comme une élite, on va dire. Là, toute personne, quelle qu'elle soit, si elle a un talent, elle peut se mettre en avant, s'exprimer, prendre confiance en elle. Donc pour ça, c'est absolument phénoménal. Et voilà, les échanges interplanétaires, interpays, le fait qu'on puisse faire passer des messages forts, militer pour des choses souvent bénéfiques, prouve que le tech, le digital est une merveilleuse avancée. Malheureusement, il y a des travers. On trouve aussi le pendant négatif, les messages qui n'ont pas forcément d'utilité et des messages qui dévient beaucoup de personnes du juste chemin, on va dire. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même positif. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit se passer complètement du digital. Par contre, et de toute façon, il serait impossible pour nous de nous en passer aujourd'hui, puisque ça va se développer de plus en plus, quoi qu'on souhaite, quoi qu'on veuille.
Mais c'est l'excès de consommation qui est problématique ici. Alors, ce que j'appelle le tech, le digital, c'est dans notre rapport au tech et au digital, c'est l'attention, le temps, l'énergie qu'on donne aux écrans, on va dire globalement aux écrans. Donc, qu'est-ce que ça implique? Les écrans, ça va être les réseaux sociaux, donc tous les réseaux sociaux que vous connaissez, avec chaque tranche d'âge qui a son réseau social, on va dire, de prédilection. Le fait de surfer Internet, d'aller faire des recherches, le fait de regarder des séries en ligne, mais on pourrait aussi mettre la télé là-dedans, et le fait de jouer aux jeux vidéo, donc on pourrait citer Fortnite, mais il y en a plein d'autres qui sont voilà, très, très au goût du jour auprès de la population, notamment d'enfants, d'adolescents. Donc voilà, ça nous donne un tour d'horizon de tout ce que j'entends moi par digital, par tech. On pourrait inclure aussi les échanges mails, les échanges WhatsApp, les échanges voilà, sur différentes applications, le téléphone portable dans toute sa splendeur et tout ce que ça signifie. Le problème, c'est l'addiction. Voilà, ce que je n'ai pas dit en intro, ce que j'aurais pu dire, c'est que ces 4 saboteurs ont en commun le phénomène addictif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à part peut-être le béton, quoique, de façon sournoise, on peut devenir addict au béton. À un moment donné, on va s'accoutumer. Voilà, ce sont des drogues, on peut le dire, qui ont un impact sur le cerveau. On va en parler en détail et qui créent une accoutumance et qui est difficile à déloger en fait, parce que c'est un petit peu comme si cette accoutumance, je vous disais, on l'avait acceptée socialement, on l'avait banalisée, tout comme on a pu banaliser par exemple la consommation d'alcool. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup de parents disaient à leurs enfants, mais bois un coup avec nous dès le plus jeune âge ou dès l'adolescence, et finalement la consommation d'alcool à outrance, eh bien, on se sent presque hors cercle. Si on est face à un cercle de buveurs, eh bien, on va se sentir un petit peu à l'extérieur, et je vous parlais de déviance sociale. Pour les adultes, la tech, le digital, c'est très dur de s'en défaire parce que c'est très lié au travail. C'est-à-dire que pour avoir une certaine reconnaissance sociale et pour avoir une certaine performance sociale, on va nous demander d'interagir avec la tech, notamment avec la venue de l'intelligence artificielle. Pour les enfants et les adolescents, là, c'est surtout au niveau de l'école, des collèges, des lycées, même des parents, ça devient problématique parce que on va entendre le discours que s'il n'y a pas d'accès, par exemple, au téléphone portable, ça va être un facteur d'exclusion sociale. Donc, c'est une accoutumance, une addiction qui est encouragée par la société et qui est très difficile, c'est très difficile de s'en défaire. Alors, quels sont les impacts du digital à outrance, de la tech à outrance sur, dans un premier temps, le corps? Alors, on va avoir tout ce qui est passivité du corps. Voilà, je ne vous apprends rien, vous savez très bien que quand on est devant un écran, on va être principalement assis, assise, voire allongé. Ça peut être en posture, allongé sur un lit, à un bureau, sur une chaise. Et ça va limiter l'activité physique. J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur le béton et la nature. Le fait que, si on veut rester en bonne santé, on a vraiment besoin de bouger, de s'oxygéner, de mobiliser son corps. Et là, ça minimise le temps, l'énergie, l'attention qu'on pourrait donner à des activités plus physiques. Et donc, ça encourage effectivement le surpoids, voire l'obésité à terme, même si ce n'est pas le seul facteur évidemment. La mauvaise circulation sanguine, pour les gens qui ont un retour veineux, ils se frigorifient sur place, véritablement. Ça encourage une mauvaise alimentation des organes, des cellules, puisque le sang tourne mal, il est au ralenti, une mauvaise circulation de la lymphe, donc il y a quand même pas mal de répercussions de ce point de vue-là. Ensuite, et juste pour finir sur ce sujet, s'il y a des personnes qui ont des troubles métaboliques, c'est-à-dire en plus qui enchaînent la malbouffe, ça va aggraver tout ce qui est risque de diabète, de cholestérol, toutes les maladies de civilisation qu'on peut retrouver aujourd'hui. Le deuxième souci principal, ça va être des troubles de la
posture. Bon, ça pareil, c'est très courant, tout le monde le sait. Une personne qui est assise devant un écran a tendance naturellement à voûter son dos, à avoir le dos courbé, ce qui peut amener des déformations au niveau des vertèbres, des pincements de nerfs. Ça va amener des troubles osseux, des malformations de la colonne, des lordoses, ce genre de choses. Et ça va amener aussi des troubles musculaires, nerveux, articulaires. On sait très bien que la plupart des personnes qui sont devant leurs écrans souffrent de troubles posturaux, sinon il n'y aurait pas tant de programmes de bien-être pour aider les personnes au niveau postural en entreprise. Il y a toutes sortes de programmes d'ergonomie qui sont créés pour essayer d'adapter les bureaux, le matériel, même la posture avec la main sur la souris, ça crée pas mal de tendinite, ça crée des troubles au niveau du positionnement du poignet. Donc voilà, c'est un réel souci au niveau musculaire, nerveux, osseux, articulaire. Et puis, comme je vous le disais juste avant, au niveau circulation sanguine et circulation de la lymphe. Ensuite, on va avoir le problème des yeux. Évidemment, c'est un problème qui va toucher plus tardivement l'être humain. La baisse de l'acuité visuelle ou la fatigue tout simplement oculaire qui est liée à du temps sur les écrans. Pareil, on sait très bien que dans les entreprises, il y a beaucoup de programmes de bien-être sur la fatigue visuelle, les mouvements oculaires, ce genre de choses. On sait aussi que d'antan, la presbytie touchait des personnes, c'est-à-dire vraiment le fait de plus lire de près, de plus y voir clair de près, ça touchait principalement les personnes à partir de la cinquantaine. Aujourd'hui, on sait que l'âge auquel survient la presbytie vient de plus en plus tôt et on en était à des moyennes de 45 ans, mais aujourd'hui je dirais même la quarantaine où les gens commencent à avoir trouble, à regarder leur téléphone en reculant leur téléphone, à avoir besoin de lunettes loupe. Donc il y a vraiment un gros souci sur à la fois le côté moteur des yeux et à la fois l'acuité visuelle elle-même. Enfin, le sommeil. Alors, je minimise, là je ne vous donne pas trop de détails parce qu'on va passer beaucoup de temps sur le mental, sur le comportement, sur le sociétal. Mais le sommeil, c'est vraiment un des éléments de la vie qui est impacté par les écrans. Bon, ça, tout le monde le sait, il y a beaucoup de campagnes de com à ce sujet. Le phénomène physiologique qui est derrière, c'est qu'en fait, plus vous exposez à de la lumière, notamment la lumière des écrans bleus en fin de journée, moins ou plus ça fait baisser votre taux de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil qui est au niveau cérébral et qui a besoin d'être suffisamment élevé pour induire un état de bien-être, de calme, d'apaisement pour ensuite induire le sommeil. Or, il s'avère que cette mélatonine, elle fonctionne avec l'obscurité et dès qu'on l'expose à des lumières un peu vives ou bleues, on va la détruire ou on va dire réduire son impact. C'est pour ça qu'on oriente souvent les personnes vers d'autres types de lumières, des lumières plus douces, des lumières plus jaunes, juste avant le coucher, ou alors qu'on oriente vers le fait de ne pas regarder les écrans le soir. Un autre facteur qui est intéressant, dont j'avais parlé pas mal dans la vidéo sur le béton, c'est le fait que les personnes, surtout les personnes qui travaillent en intérieur, mais aussi les enfants qui ne sont pas suffisamment à l'extérieur quand ils sont à l'école, en général, la population ne s'expose pas suffisamment à la lumière du matin. Or, la lumière naturelle du matin nous permet de créer au niveau à la fois digestif, à la fois cérébral, de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est une neurohormone qui est la neurohormone du bien-être, du calme, du bien-être moral, c'est-à-dire quand on a le moral, on n'est pas déprimé, et aussi du calme mental. Quand on manque de sérotonine, on tombe facilement dans la baisse de morale, la déprime, voire la dépression. C'est pour ça que beaucoup d'antidépresseurs sont axés pour permettre de capturer la sérotonine un maximum dans le cerveau. Et quand on baisse en sérotonine, on va être plus agité, moins calme, mais
autre chose qui est un petit peu moins connue, c'est que la sérotonine, par transformation chimique, participe à la création de la mélatonine. Donc la lumière, alors pourquoi je vous parle de lumière du matin? Parce que c'est le matin, lorsqu'on regarde la lumière du naturel, cette lumière est captée par les yeux et c'est un des agents, des ingrédients, si vous voulez, de production de production de sérotonine dans le corps. Si on s'expose peu à la lumière naturelle ou à une lumière suffisamment vive, le matin en particulier, il y a de fortes chances qu'on ne produise pas suffisamment de sérotonine et que donc on ne puisse pas convertir cette sérotonine arrivée le soir en mélatonine et que le sommeil en soit impacté. De la même façon qu'on ne puisse pas suffisamment avoir de sérotonine tout court pour avoir suffisamment de bien-être et de morale au beau fixe. Alors au niveau du mental, il y a beaucoup d'effets. Quand j'entends mental, ce que j'entends par mental, c'est le fonctionnement cérébral aussi, nos pensées bien évidemment, mais aussi toute la chimie du cerveau. On sait aujourd'hui, selon les études cliniques très nombreuses, et puis pour avoir observé aussi l'évolution du digital sur nos vies ces 20 dernières années, que le digital dans toute sa splendeur crée des pics de dopamine dans le cerveau. Alors la dopamine, c'est une neurohormone qui est naturellement fabriquée par nos corps et qui est, on va dire, l'hormone du plaisir. La plupart du temps, les gens limitent ça à plaisir, motivation, qui nous fait aller de l'avant, avoir envie, au niveau moteur, mais aussi au niveau moral, mental. Le souci, c'est qu'on oublie aussi la composante addictive de renforcement du comportement que la dopamine peut amener. Donc en fait, la dopamine, quand on est avec des pics de dopamine, on est avec des décharges de dopamine qui sont vraiment très élevées pour le cerveau, qu'on va retrouver par exemple lors de rapports sexuels, qu'on va retrouver aussi lors de prise de drogue dure, qu'on va retrouver lors de prise d'alcool, qu'on va retrouver aussi lorsqu'on prend du chocolat. Voilà, des pics de plaisir qui vont nous mettre dans un état de chimie cérébrale où on va avoir une satisfaction immédiate, une récompense en fait, et qui va demander à ce qu'il y ait un renforcement du comportement pour pouvoir aller réitérer en fait l'action qui est source de plaisir pour ensuite retrouver ce plaisir. Donc c'est un cercle vicieux ou vertueux, à vous de voir ce que vous préférez, qui renforce. Dans le cas des réseaux sociaux et dans le cas des jeux vidéo par exemple, faut savoir que ces programmes, ces applications, ces plateformes ont toutes été étudiées, orchestrées par des spécialistes en neurosciences, des spécialistes en sciences psycho-comportementales, pour induire des pics de dopamine, pour induire cette sensation de satisfaction immédiate qui passe par soit le fait d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire, par exemple dans les jeux vidéo, on va aller à un stade supérieur de succès, d'accomplissement dans le déroulement d'un jeu vidéo, et donc on va se sentir accompli, fier de soi, satisfait. Ou alors dans le cadre des réseaux sociaux, ça va passer plutôt par la popularité sociale, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de partages, les petites cloches qui sonnent, le nombre d'abonnés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est voilà, toutes ces choses qui vont venir nourrir l'ego et l'intérêt. Et donc ça nous amène bien sûr vers plus d'individualisme, même si ça semble être social. On va avoir cette envie de se faire mousser en fait, et cette dépendance à se faire mousser à terme. J'en parlerai un petit peu plus quand on parlera des enfants. Donc c'est un petit peu comme si on réagissait comme Pavlov le chien. Voilà, il y a la petite cloche qui sonne et ping, on sait qu'il y a un email ou un message ou un like ou quelque chose qui va nourrir notre confiance en nous, notre satisfaction. Et pour réitérer en fait cette sensation de plaisir et de motivation, on va rester dans, on va dire, la consommation du jeu vidéo ou du réseau social. Évidemment, tout ça a été orchestré par les personnes qui sont derrière les jeux vidéo et les réseaux sociaux
pour tout simplement maximiser la consommation que vous en aurez, pour augmenter les revenus. Je veux dire, il n'y a rien de secret derrière tout ça. Mais il faut simplement en être conscient et se dire que, alors on n'est pas victime, on fait des choix évidemment, mais qu'il y a eu toute une manipulation derrière qui existe et qui est avérée de toute façon. Et que c'est très 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 facile de tomber là-dedans parce que on est programmé dans nos cerveaux pour chercher la récompense, pour chercher le plaisir. Donc c'est un réel sujet au niveau de l'addiction. On sait aussi maintenant, après moult études cliniques, qu'il y a réellement un impact sur le cerveau. Le cerveau est changé dans sa chimie, mais aussi dans sa structure. On sait qu'il y a des micro-changements au niveau de la matière grise. Matière grise qui est vraiment le centre du traitement de l'information et des émotions. Et on sait qu'il y a aussi des changements au niveau de la matière blanche, qui est la matière qui nous permet de communiquer, de faire passer des messages. Donc il y a une restructuration du cerveau qui est évidente, prouvée par des études cliniques aujourd'hui, suite à une consommation trop forte de digital ou de tech. Et ce sont des zones du cerveau, malheureusement, qui vont être en lien avec des centres de cognition, de traitement de l'information, de prise de décision. Donc, voilà, notre libre arbitre, notre capacité à avoir du recul pour prendre des décisions. C'est lié à des centres émotionnels, c'est lié à des centres moteurs, c'est lié à, qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai oublié? Oui, le contrôle des impulsions. Donc on va se retrouver chez quelqu'un qui est vraiment addict avec des comportements plus impulsifs, moins prévisibles, des gestes peut-être plus saccadés, avec des émotions instables, avec un certain détachement par rapport aux autres, avec des prises de décision qui sont peut-être pas évidentes, avec une instabilité émotionnelle, etc., etc., et de l'anxiété. On sait aujourd'hui que quand on est face à un pic de dopamine ou des pics de dopamine récurrents, chroniques sur le long terme, au-delà des transformations qu'il peut y avoir sur la matière grise et la matière blanche, on va se retrouver avec malheureusement un désintérêt pour le reste de la vie. C'est là où l'addiction est vraiment fourbe, c'est que on va comparativement, quand on regarde la vie réelle et non pas la vie virtuelle, on va pas retrouver les mêmes pics de dopamine selon vos activités. Et donc la vie réelle va sembler comparativement ennuyeuse, vous n'allez pas être moins intéressante, plus morose, vous allez être moins engagé dans la vie réelle, ça va moins vous donner envie de faire d'autres choses. Donc c'est ça la particularité de la dopamine, c'est qu'elle va se tourner sur les activités, elle va se renforcer sur les activités qui nous donnent le plus de plaisir, de satisfaction, de popularité, d'égocentrisme quelque part, mais elle va moins se focaliser sur des activités qui n'ont pas cet impact social ou satisfaisant. On verra ça un petit peu dans les composantes sociales. Et donc ça peut nous plonger facilement dans l'ennui. On sait que beaucoup d'enfants s'ennuient quand ils ne sont pas devant les écrans. Beaucoup d'adultes aussi s'ennuient, ne savent pas que faire quand elles ont un temps mort, entre guillemets. Elles ont un peu comme un syndrome de manque. À terme aussi, la dopamine est problématique parce que quand elle est trop sollicitée, il y a un phénomène d'habituation, comme toute drogue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour avoir la même sensation de plaisir, il va falloir augmenter la consommation du produit ou de l'activité addictive. Donc c'est fourbe dans le sens où ça nous amène vers de plus en plus de consommation, d'exposition aux écrans, aux tech. Parce qu'on se satisfait plus rapidement et on a besoin de plus pour retrouver ce même seuil. Donc l'addiction est renforcée sur le long terme. À terme, on sait que la dopamine chute chez les personnes qui sont vraiment addictives. Quand on regarde de l'imagerie du cerveau, on voit que la dopamine finalement se réduit et à long terme, on retrouve des phénomènes de dépression, de déprime, de mal-être parce que les taux se réduisent au fil du temps.
Toujours au niveau mental, on sait qu'il peut y avoir très facilement des obsessions mentales. Toutes les personnes addictes au digital vont dire qu'à un moment donné, ça remplit leur vie. Ça remplit leurs pensées. Au niveau du mode de pensée, elles sont constamment en train de penser à l'objet de leur addiction, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les séries, etc., etc. C'est-à-dire qu'elles sont peu dans le moment présent, sauf quand elles consomment, mais si elles font autre chose, par exemple si on est au travail, à l'école ou dans un temps dit mort, on va projeter ce qu'on pourrait faire à l'avenir sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, et on va penser à ce qui a été fait par le passé, combien de likes on a eu, combien de niveaux de jeu on a passé, etc. Donc la notion de temps est déformée, la notion de pensée est obsessionnelle, focalisée sur le futur, le passé, et le présent réel, quand on n'est pas dans la consommation digitale, eh bien, est occulté en fait. On n'est pas forcément présent dans son corps, on est beaucoup dans sa tête. On a aussi le phénomène de la vision carrée, c'est-à-dire la plupart des supports digitaux sont sur des petits écrans, des écrans moyens, des écrans un peu plus grands, mais ça réduit énormément le champ de vision par rapport à notre champ de vision naturel quand on est dehors dans la nature face à des grandes étendues de nature devant nous. J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur la nature. Si vous voulez, vous pouvez aller voir en contraste ce que ça va donner d'avoir une vision panoramique à angle ouvert. Ici, on sait qu'on est sur une vision restreinte, limitée, cloisonnée, à angle fermé. Et le souci, c'est que ça ne s'arrête pas juste à l'aspect visuel, ça impacte aussi nos pensées et ça impacte le rapport qu'on a par rapport à soi et aux autres. Ça affecte nos pensées parce que plus on est focalisé sur quelque chose, plus on est dans des pensées qui sont soit sur l'objet de notre focalisation, soit qui sont axées sur le jeu, sur le moi, sur l'égocentrisme, mes petits problèmes, ma petite vie quelque part. Et il y a peu d'ouverture au reste du monde, il y a peu d'ouverture à la nature, il y a peu d'ouverture aux autres, à autrui, au niveau social. On est vraiment focalisé sur son ego, et puis sur ses problèmes. Voilà. Souvent, ça peut amener chez certaines personnes vers de la dévalorisation de soi, le fait de ne pas renouveler ses pensées, d'avoir toujours les mêmes pensées en boucle, en permanence, de jour en jour, ça va amener vers du non-renouveau et quelque part un manque de confiance, voire une baisse de morale, voire de la déprime, ce qui vient renforcer ce que j'ai dit par rapport à la chute de dopamine. Enfin, au niveau du mental, on va avoir tous les troubles de l'attention et en particulier les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité qu'on retrouve de façon galopante chez la jeune population d'enfants. J'en parlerai un petit peu plus tard, je vais rentrer dans le détail des enfants après. Voilà, tous les diagnostics psycho qu'on peut faire sur les enfants en disant « je ne comprends pas pourquoi mon enfant il est TDAH ». Tout simplement parce que, le digital y est pour beaucoup. Le digital y est pour beaucoup dans la mesure où s'il y a ces pics de dopamine, on va avoir l'attention poussée vers autre chose que, on va dire, le quotidien. On sait que beaucoup d'enfants qui sont addicts, beaucoup d'adultes qui sont addicts vont avoir une focalisation, une attention moindre au quotidien dans leur travail et à l'école, avec des chutes au niveau de la performance professionnelle, mais aussi au niveau de la performance scolaire et des résultats scolaires. C'est une évidence, ce sont des vases communicants, parce qu'il va y avoir trop de focale, trop de concentration sur l'objet de l'addiction et pas assez sur le reste de la vie. Et donc après, on va se retrouver avec des instituteurs et des patrons qui vont dire « mais il y a un trouble d'attention, on ne comprend pas ». C'est parce que l'enfant, il est en train de projeter
projeter tout ce qu'il pourra faire sur son téléphone ou sur son jeu vidéo à l'avenir. Il pourra, on va dire, ruminer par rapport à tout ce qu'il a pu faire jusqu'ici et rester dans son délire quelque part de plaisir, dans ce cercle vicieux de plaisir, motivation, renforcement, etc., etc. Aussi, il faut savoir que les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les vidéos courtes, les pubs, toutes ces choses-là sont faites pour fragmenter l'attention. On est dans le monde du rapide, du fragmenté, du saccadé, où tout est immédiat et assuré en fait, parce qu'on va avoir les sons de cloche, les sons sur les réseaux sociaux, en l'occurrence les sons de cloche, même les emails, même les sons WhatsApp. Dès qu'on a un message, on a un petit jingle, on va avoir des images hyper clignotantes, donc que ce soit au niveau visuel, au niveau sonore. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, le débit de parole aussi dans les pubs, dans les vidéos courtes. Aujourd'hui, il y a un débit de parole qui est 1000 fois plus élevé que celui qu'on va retrouver dans des émissions des années 80. Donc tout est rapide, assuré, et l'attention est fragmentée en permanence. Ce qui fait qu'on ne peut pas se focaliser sur une chose calmement, posément, sans être interrompu. On est constamment interrompu par des sons, par des images, et la rapidité est de mise. Et donc, dans un univers comme ça, évidemment, on ne peut pas être calme, posé, avec une capacité d'attention longue et ciblée. C'est pas possible. Donc, ça va renforcer effectivement le TDAH ou le TDA tout court chez les enfants, les ados, mais même les adultes. Et en ça, je trouve que ça dénature énormément. Et parfois, j'entends certains parents dire « mais je comprends pas pourquoi ». En fait, il y a tellement de choses dans la vie moderne qui expliquent pourquoi. Et on peut commencer avec le sucre, le béton, le digital et le stress, même chez les enfants. Alors, par rapport aux enfants, justement, on va prendre tous les arguments que j'ai mis en avant jusqu'à présent, qui s'appliquent à eux, bien entendu, c'est-à-dire le risque d'obésité chez les enfants qui ont vraiment besoin, encore plus des adultes, de bouger, de se dépenser, parce qu'ils ont une énergie très très présente. J'en ai parlé dans la vidéo sur le béton. Donc voilà, si je mets de côté tout ça, évidemment, les troubles de l'attention, comme je viens d'en parler, le cerveau n'est pas assez mature pour gérer ces pics de dopamine à un si jeune âge. On va avoir aussi de la gestuelle chez les jeunes enfants, de la gestuelle beaucoup plus rapide, beaucoup plus saccadée, le regard beaucoup plus furtif. Et le débit de parole beaucoup plus accéléré. Ça rejoint tout ce que je vous disais sur le fait que l'attention est fragmentée et que tout est rapide, court, concis et on est constamment interrompu. On va avoir aussi le phénomène d'addiction, évidemment. Alors, chez les enfants, on trouve plus d'impulsivité, moins de stabilité émotionnelle. On sait aujourd'hui que dans les écoles, il y a, on va dire, un lien direct entre la consommation digitale et des incidents dits virtuels, c'est-à-dire tout ce qui est cyberharcèlement, tout ce qui est messages inappropriés, plagiat, tout ce qui est augmentation de la procrastination par rapport aux travaux de l'école. Et on sait que les équipes administratives se plaignent d'un poids de plus en plus important de ce type d'incidents sur leur quotidien par rapport au type d'incident qu'il y a pu avoir par le passé. Et en même temps, c'est assez ironique parce que la plupart des collèges et des lycées encouragent l'usage de l'ordinateur en tout cas, et l'usage du portable. Voilà, certains directeurs d'école vont vous dire c'est un facteur d'exclusion si votre enfant n'a pas de portable au collège ou au lycée. Et on sait que la stabilité émotionnelle des enfants, elle est énormément impactée par du cyberharcèlement ou de l'exposition à des violences alors qu'ils n'ont pas la maturité cérébrale de gérer ce type de violence quand elles sont vues sur le net. Donc on va avoir plus d'anxiété. On sait que
Il y a de plus en plus d'enfants qui sont suivis en pédopsychiatrie, il y a de plus en plus de pensées suicidaires, de plus en plus de suicides. Alors sans vouloir dresser un tableau noir, mais je vois le nombre de documentaires, de séries aussi qui sortent sur le rapport au digital des enfants, des adolescents. Je pense que c'est vraiment un point de vigilance très très important à instaurer dans sa vie en tant que parent, en tant qu'éducateur. Et on sait qu'il y a une énorme déconnexion par rapport aux autres qui s'installe au fil du temps, puisqu'on rentre dans une forme d'égocentrisme quelque part, d'individualisme. Donc oui, ça rapproche les enfants, les ados virtuellement, mais on perd les qualités fondamentales du réel échange humain face à face, les yeux dans les yeux, et qui passe par le toucher. Donc on sait qu'on perd ce contact humain essentiel, qui a de fait moins d'empathie, qui a moins de compassion. Et chez les adolescents en particulier, je trouve que c'est un réel problème parce que à l'adolescence, on est supposé apprendre les codes de séduction, de flirt physique qui passent justement par le regard, qui passent justement par le toucher, qui passent justement par le côté grégaire, le fait d'être en groupe physiquement et pas virtuellement. Et ce sont des codes de flirt, d'échanges sociaux qui sont normaux à cet âge-là. Et donc l'individualisme, le fait d'être isolé, ne peut qu'augmenter les chances de dépression et de perte de confiance en soi. Et donc c'est pas surprenant qu'on ait ces statistiques assez inquiétantes par rapport à la santé mentale de nos enfants et de nos adolescents. Chez les adolescents et chez les jeunes enfants, on sait, alors peut-être plus chez les adolescents, que la comparaison sociale est un énorme facteur de mal-être, alors de bien-être pour les pics de dopamine, et puis de mal-être. C'est-à-dire le jour où vous avez plein de likes, plein de commentaires, plein de renforcement social, tout va bien, mais le jour où il n'y en a pas, eh bien il y a vraiment un impact sur l'humeur. Il y a un impact sur la confiance en soi, et ça amène à la dévalorisation de soi. Donc la comparaison sociale est vraiment accentuée, je dirais, par le digital. Et après, il y a le fameux fear of missing out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose qu'on retrouve chez les enfants, les ados, mais aussi chez les adultes. Cette nouvelle expression, qui date un petit peu maintenant, qui est la peur de louper un événement virtuel ou une info virtuelle et de ne pas être dans le groupe, de ne pas être accepté par les autres parce qu'on aurait loupé quelque chose d'une importance pour le groupe. Donc ça veut dire qu'il y a, je sais pas moi, une dernière tendance, une nouveauté qui est sortie, une musique, une fringue, ou alors un événement dans un collège ou dans un lycée, et tout le monde est au courant sauf vous, et parce que vous avez peur de louper quelque chose, pour pas être humilié socialement, pour pas vous sentir hors du coup, vous allez être constamment sur les écrans pour vous tenir informé, pour être sûr de ne pas louper le dernier truc à la mode ou la dernière soirée à laquelle il faut participer. Et donc voilà, le renforcement du comportement, il ne passe pas uniquement par le plaisir, il passe aussi par la peur de ne pas être dans le coup. Alors l'impact sur le social, les relations sociales, je pense que vous le connaissez, et puis par rapport à tout ce qu'on a déroulé, on sait qu'il y a moins d'intérêt pour la vie réelle puisqu'on est dans l'accoutumance virtuelle, et donc aussi c'est pas juste une question d'accoutumance, c'est une question de temps qu'on accorde au digital, d'énergie qu'on accorde au digital qu'on ne peut pas accorder à d'autres activités. Donc on va avoir une baisse d'intérêt parce qu'il y a moins de récompenses. On va avoir une baisse d'intérêt pour d'autres activités du type sport, nature, art, expression, activité en intérieur ou en extérieur. Lecture par exemple, ça va être moins...
moins réconfortant, moins nourricier de l'ego, et donc on va moins avoir cette envie d'aller vers les autres en groupe pour partager des activités. Et de la même façon, il va y avoir plus d'enfermement et moins d'interaction sociale avec sa famille, ses amis ou tout simplement l'école. Voilà, donc l'impact, il est quand même pas des moindres, parce qu'on reste une espèce sociale qui a besoin d'échanges. Et le virage qu'on a pris là avec le digital à l'excès pose vraiment des grosses questions par rapport à notre capacité à interagir tout simplement avec les autres et avoir cette empathie, cette compassion qui font de nous une espèce, on va dire, bienfaisante qui va dans le bon sens pour améliorer les choses. Voilà, beaucoup de dérives aujourd'hui qui ont besoin d'être améliorées par une prise de conscience des gens, mais ça passe par l'empathie, par l'amour de soi, par l'amour des autres, et le digital n'aide pas forcément à aller dans ce sens. Enfin, l'impact comportemental qui va rejoindre quand même pas mal de choses qu'on a dites sur le corps, le mental, le sociétal. L'impact comportemental du digital à l'excès, je peux parler de divers scénarios qu'on peut observer tous les jours. Le premier, c'est qu'à chaque temps mort, les gens vont se ruer sur leur téléphone. Donc, par exemple, dès qu'ils ont un temps en suspens, on va retrouver aux arrêts de bus des hordes de personnes sur leur téléphone, toutes ensemble, mais personne ensemble finalement, obnubilées par cet équipement, on va dire, un peu éteint, la conscience dirigée par le digital. Les gens, un petit peu, ça me fait penser un petit peu à des zombies, en fait, où on a l'impression que ça prend vraiment le dessus. La deuxième exemple que je peux vous donner, c'est quand les gens sont dans la salle d'attente chez le médecin, systématiquement, on va sortir le téléphone et regarder. C'est un réflexe, en fait, on se pose même plus la question. On a besoin de remplir le temps à tout prix, besoin de s'informer, besoin de rattraper le temps perdu, que sais-je. Et on n'a plus de temps de contemplation, de calme et juste d'observer l'environnement dans lequel on est. Troisième exemple, les couples au resto ou les familles au resto qui ne se parlent pas, qui n'ont aucun échange et qui sont là, même plus regardés dans les yeux et qui sont chacune sur leur téléphone portable. Autre exemple, les enfants au resto qui peuvent agacer parfois un petit peu les adultes parce que tout simplement le temps est long pour les enfants et ils sont impatients et donc les adultes par facilité leur filent le téléphone. Donc on a des bébés qui à l'âge de 1 an savent parfaitement swiper, passer d'image en image et on voit bien leur obsession pour les écrans. Un autre exemple, souvent on voit des ados, mais pas que des ados, marcher dans la rue dès qu'ils sortent du collège ou du lycée. C'est l'occasion d'aller regarder le téléphone. Et donc ils marchent dans la rue, obnubilés par leur écran, au risque de se faire écraser, de ne pas regarder la circulation. Un petit peu comme des zombies aussi. Voilà, bon, ça arrive à tout le monde de le faire évidemment, hein, mais le souci, comme je vous dis, c'est vraiment quand c'est systématique. On n'a plus aucune conscience, ni corporelle, ni sensorielle de ce qu'il y a autour de nous. Et enfin, les adultes qui conduisent. Et oui, voilà, très souvent, on voit des adultes au volant, ou pire, des scooters avec une main sur le guidon et l'autre qui tient le téléphone, et qui n'ont pas de souci à regarder le GPS, j'imagine, ou toute autre chose. Et voilà, ça présente vraiment un réel danger. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez. J'ai vu aussi, dernier exemple, beaucoup de parents passer trop de temps sur leur téléphone sans accorder d'attention à leurs enfants. Et j'ai vu des enfants supplier leurs parents pour avoir de l'attention. Admettons, au parc, l'enfant a envie de jouer avec son parent, a envie d'engager son attention. Alors, je sais que ce n'est pas toujours simple de donner toute son attention aux enfants à tout moment, mais il y a des temps de présence avec les enfants et puis des temps où on peut s'adonner à des activités digitales hors du temps avec les enfants. J'ai vu des enfants supplier leurs parents par dizaines de fois et les parents sont tellement dans leur mode zombie qu'ils ne se rendent même pas compte que l'enfant est en souffrance. Et moi, ce qui me peine, c'est qu'après, on entend
Ah, ben, je suis détachée, j'ai pas un bon relationnel avec mon enfant, ou alors mon enfant est victime de manque d'attention. Ben oui, mais en même temps, l'exemple qui lui est donné n'est pas extraordinaire. Et c'est triste aussi parce que ce sont des enfants qui sont en souffrance et qui auraient réellement envie qu'on s'occupe d'eux et besoin, c'est même pas l'envie, c'est le besoin. Et on est tous à un moment donné amenés à consulter son téléphone en présence de nos enfants, mais posez-vous la question, combien de temps vous passez à le faire en leur présence? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a un comportement addictif finalement? Quels sont les critères aujourd'hui qui nous montrent qu'on est vraiment dans l'addiction? La première chose, c'est l'usage, le temps qu'on accorde au digital qui est excessif et qui prend toute la place au détriment d'autres types d'activités. Et quand on essaie de baisser le temps, l'énergie qu'on accorde au digital, on n'y arrive pas. Deuxièmement, l'aspect compulsif, c'est-à-dire l'aspect hors contrôle, où on est obsédé par ça, on le veut à tout prix, intensément, et on ne peut pas s'en distancier, on a du mal à s'en distancier, comme une drogue, en dépit des effets négatifs. Troisièmement, le syndrome de manque, c'est-à-dire que si on n'a pas accès à son téléphone, à son jeu vidéo, à son réseau social, on va avoir un mal-être émotionnel, physique, on ne va pas se sentir bien et on sait même que le manque induit des pics de cortisol chez beaucoup de personnes, des pics de stress donc parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'assouvir ce besoin de plaisir et ce besoin de savoir, de ne pas louper quelque chose. Quatrièmement, l'humeur, lorsque l'humeur est impactée par le digital. Lorsque, selon le nombre de likes, de commentaires, d'abonnements, etc., vous allez vous sentir soit morose, déprimée, soit irritable, soit euphorique. Voilà, on est dans les extrêmes, soit colérique, irritable, colérique, ça va ensemble. C'est-à-dire que l'humeur est générée par l'usage qu'on fait des réseaux sociaux. Ou des réseaux sociaux ou du digital. Donc si vous vous sentez concerné par ces 4 points principalement, et certainement qu'il y en a d'autres, posez-vous la question, est-ce qu'il n'est pas temps de peut-être réduire un petit peu et de passer à des solutions de désaccoutumance? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la dernière partie. Par rapport à des solutions pour faire face à l'excès du digital dans votre vie, je vais vous exposer ici des clés naturelles d'hygiène de vie, de bien-être, qui sont relativement simples, faciles, efficaces, faciles à mettre en place et efficaces sur le court moyen terme. L'idée, c'est de pouvoir trouver une relation équilibrée avec le digital, parce qu'on ne pourra jamais faire sans. On ne vit pas à l'âge des cavernes, mais de pouvoir sortir de l'addiction et retrouver une relation qui est saine, sereine, qui laisse la place à d'autres choses, d'autres activités, d'autres échanges et à, on va dire, une possibilité de vivre sa vie à son plein potentiel, un épanouissement intérieur qui nous redonne quelque part, qui nous fait nous retrouver notre centre, qui nous fait retrouver notre maîtrise de nous, sur notre corps, sur notre mental, et qui nous fait exercer notre propre pouvoir sur notre vie et mettre de côté le pouvoir que peut exercer le digital sur notre vie. Donc à partir de ça, on va voir des solutions pour le corps. Donc en faveur du corps, c'est de se tourner vers des activités qui sont des vraies expériences physiques.
et non pas virtuel. Donc pour vraiment réduire le virtuel, l'impact du virtuel sur notre vie, tournez-vous vers du corporel, du sensoriel. Donc l'activité physique en fait partie bien évidemment parce qu'en plus ça va permettre d'éviter les risques de surpoids, d'obésité dus à la sédentarité, d'être derrière les écrans. Ça peut passer par une pratique sportive en plein air, ça peut passer aussi par des activités artistiques, créatives, d'expression qui vont avoir du tangible au niveau corporel et sensoriel. Ça passe aussi par de l'immersion nature, c'est-à-dire sortir de notre chambre, sortir de notre bureau, sortir de cette vision limitée qu'on peut avoir sur les écrans et aller à l'extérieur, s'immerger dans le naturel avec une vision panoramique large des choses qui ouvre l'esprit et qui ouvre les pensées plus grand que soi. J'en ai parlé beaucoup dans la vidéo sur le béton. Revenir au corps, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de façons de revenir au corps, mais revenir au corps, ça veut dire aussi s'éloigner de son mental, parce qu'on est beaucoup dans le mental quand on est dans le virtuel. Donc, revenir au corps, ça veut dire déjà prendre soin de son corps, donc par l'activité physique, mais aussi par rapport à la baisse d'acuité visuelle dont je vous parlais face aux écrans, de faire des mouvements oculaires. On trouve beaucoup de yoga des yeux, de qigong des yeux, de méthode Bates qui permet de bouger, de renforcer la motricité des yeux. Faire du renforcement musculaire, renforcement de focal et d'améliorer ou du moins de prévenir la baisse d'acuité visuelle. Ensuite, au niveau des troubles posturaux, dont je vous parlais par rapport au dos voûté, aux troubles de vertèbres, de colonne, de posture, qui vont impacter le côté articulaire, osseux, musculaire et nerveux, et bien tout simplement s'engager dans des pratiques d'étirement, de mouvement. Alors on sait qu'il y a beaucoup de programmes de bien-être en entreprise qui vont dans ce sens et qui propose des petits étirements, des micro-étirements à faire entre 2 séances de travail. C'est valable pour les adultes, mais aussi pour les enfants qui en ont besoin encore plus que nous. Donc, cherchez vraiment l'ergonomie au travail, que ce soit au niveau postural, au niveau étirement et aussi au niveau du matériel. Avoir des bureaux qui s'ajustent en hauteur, selon si vous voulez travailler debout ou assis. Avoir des souris qui permettent un mouvement du poignet adapté, qui permettent de ne pas rester figé dans une posture, etc., etc. Moi, en tant que professeur de Qigong, je travaille beaucoup l'aspect étirement, allonger les vertèbres, créer de l'espace entre les vertèbres, s'aligner entre terre et ciel, et puis ne pas rester figé, faire circuler le sang dans le corps pour que ça puisse bien alimenter toutes les zones du corps, qu'il n'y ait pas de zone froide aux extrémités ou qu'il n'y ait pas d'organes ou d'articulations qui soient sous-alimentés en sang, en nutriments et en oxygène. Mais on a tout plein d'autres techniques qui nous ramènent à la conscience du corps et qui nous emmènent un peu loin de l'esprit et du mental. On peut passer par les 5 sens. Un exemple, ça va être l'aromathérapie ou simplement sentir des huiles essentielles ou un parfum. Ça vous ramène directement au niveau sensoriel, corporel. Un autre exemple, ça va être toutes les pratiques de respiration et de conscience de votre souffle qui vous donnent conscience d'un phénomène physiologique corporel. Donc moi je pratique beaucoup ça en Qigong, mais pas que. Il y a plein d'autres techniques hors Qigong du souffle qui nous ramène au corps. Ça peut passer par du massage, de l'automassage, où on vient prendre conscience qu'on a des bras, qu'on a des jambes, qu'on a un visage, qu'on a un corps. Donc ça peut être de l'automassage ou du massage chez un spécialiste. Il y a plein de techniques d'automassage qui existent pour soulager les trapèzes en particulier, le dos, qui sont souvent sursollicités lorsqu'on est devant un écran. On a aussi toutes les techniques de relaxation physique, où on va comprimer, contracter des muscles et puis relâcher ensuite.
Donc ce sont des techniques qui sont super à mettre en place. On peut avoir aussi comme relaxation physique tout simplement un bain chaud ou un massage, j'y reviens, ou une visite au spa ou en thalasso pour se détendre. Et puis on va avoir aussi tout ce qui est activité manuelle. L'activité manuelle, ça passe par les mains et ça permet d'être dans le tangible, dans quelque chose de concret. Et en même temps, bien que ce soit corporel, c'est en lien avec certaines zones du cerveau qui sont de l'ordre de la créativité, de l'inventivité et qui changent un petit peu de l'aspect obsessionnel qu'on peut avoir quand on est dans le tech ou le digital. Après, par rapport au corps, on va retrouver tout plein d'outils en naturopathie qui vont nous aider à soutenir différents systèmes du corps, des plantes, des compléments alimentaires. Donc là, ça va dépendre de chaque individu, mais il y a plein de choses, par exemple, pour prévenir la baisse de l'acuité visuelle. Il y a au niveau alimentaire, au niveau complément, au niveau plantes, on peut s'orienter vers différentes sources. On va avoir aussi tout ce qui est soutien articulaire, s'il y a vraiment un impact digital fort là-dessus. Et puis, tout ce qui est soutien de la tension nerveuse contenue dans le corps. Donc, des plantes comme la valériane ou la lavande qui sont des antispasmodiques qui permettent de calmer, d'apaiser certaines contractures musculaires qui seraient liées à des mauvaises postures ou à de l'intensité de la posture. Dans le cadre d'une addiction ou de l'hypervigilance. Et puis on va s'orienter aussi vers une alimentation non excitante, c'est-à-dire on va éviter tous les produits excitants qui pourraient renforcer cette réponse chimique du cerveau, dopamine, plaisir, satisfaction, je pense en particulier au sucre, au chocolat. Mais pas que, l'alcool aussi. Donc il y a tout un pan d'alimentation à revoir pour se tourner vers des choses moins excitantes ou des substituts en fait. Voilà, le café par exemple, le thé, tout ce qui est riche en caféine ou en théine, les boissons énergisantes, ce genre de choses. Enfin, en naturopathie, par rapport au corps, on va toujours recommander moins d'écran le soir. Donc on a plein de routines par rapport au coucher, à l'avant-sommeil, comment se mettre dans des bonnes conditions, éviter certains types de lumière, certains types d'activités. Il y a des lunettes spéciales qu'on peut porter pour réduire l'intensité de certaines lumières bleues. Il y a évidemment toute la panoplie de compléments alimentaires pour le sommeil, pour induire un état de bien-être au moment du coucher et avoir un sommeil réparateur. Au niveau mental, il y a plein de choses qu'on peut faire. La première, c'est d'oser la désobéissance civile, la désobéissance sociale. Parce qu'en fait, c'est vraiment un acte révolutionnaire aujourd'hui que de dire je vais passer moins de temps sur les écrans, moins que ce que la société voudrait que je passe, moins que ce que les personnes qui sont derrière les réseaux sociaux ou derrière les jeux vidéo voudraient que je passe. Et c'est un acte d'autocompassion en fait, un acte de santé, de bien-être, de prendre soin de soi, qui devrait vous amener à un certain sentiment de fierté tout simplement, auquel vous avez droit, et c'est une façon d'avoir du respect pour vous-même par rapport à tout ce que vous savez des dérives d'une addiction au digital. Donc osez être moins sur les écrans, oser dire non, oser fermer le téléphone, fermer l'ordinateur à certains moments, ça ne sera que bénéfique pour vous. Et je dirais aussi que le plus important, la moitié du chemin sera faite si vous prenez conscience déjà des dérives. On sait aujourd'hui, les études cliniques montrent que la prise de conscience, c'est 50% du chemin de fait. La prise de conscience des effets négatifs sur le corps, le mental, le cerveau, les relations sociales, les émotions, c'est déjà 50%
c'est se convaincre à 50%. Et on sait aujourd'hui que la plupart des programmes qui fonctionnent dans la désaccoutumance du digital passent par, cette prise de conscience qui passe par l'éducation, le fait de se renseigner, de s'éduquer, de rassembler des informations, puis aussi d'observer sur soi-même tout ce qu'on peut subir ou tout ce qu'on peut endurer et l'impact que ça a sur soi et de tenir peut-être un petit journal de bord. Donc ne vous découragez pas si vous sentez que vous êtes vraiment addict. Le fait que vous vous intéressiez à cette vidéo déjà prouve que c'est 50% du chemin de fait. Alors après, il va falloir engager, au-delà de la prise de conscience, des actions. La première, c'est d'engager un programme pour le cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est le cerveau analytique, organisé, qui planifie. Et donc, ce cerveau gauche, il va avoir besoin d'être structuré dans un premier temps. Toutes les personnes qui étaient addictes ont réussi à s'en sortir en dressant d'abord un emploi du temps défini et respecté, avec des listes de tâches à accomplir, des objectifs particuliers à accomplir. Et le fait de placer ça sur un emploi du temps leur permettait d'avoir plus de sensation de contrôle sur leur temps et sur le choix des activités dans lesquelles elles s'engageaient. Et aussi la dépense d'énergie qui allait avec. Donc on pose des objectifs sur des horaires particuliers par rapport à des actions du faire, que ce soit des actions plaisir ou des actions obligation, mais on va dresser cette liste et les poser dans un emploi du temps. Et cette liste, ça va être la liste de toutes les choses qui doivent être réalisées, faites avant de s'engager avec le digital ou les écrans. Ce qui veut dire qu'en parallèle de ces choses, on va éteindre le téléphone, éteindre le portable, éteindre l'ordinateur, et ne pas s'engager dans les écrans parce qu'on s'est donné cette plage horaire pour s'adonner à telle ou telle activité. Et au fur et à mesure, on va barrer les items un à un de tout ce qui est non digital. Et le fait de barrer les items, ça va nous donner un sentiment de satisfaction. On entre dans le cercle vertueux plutôt de la récompense du plaisir pour des activités réelles qui font partie du monde de tous les jours, du quotidien, et non pas du virtuel. Donc, après, dans cet emploi du temps, il faudra évidemment accorder un peu de place au digital, puisque si vous êtes addict, ça va être principalement ce qui meuble vos journées. Et vous allez apprendre à planifier en amont quelles plages horaires sont dédiées au digital. Donc ça veut dire poser des limites. Ça veut dire aussi dire, par exemple, après 17h, j'éteins tout. Ou par exemple, un jour le week-end, j'éteins tout. Bon, c'est peut-être un peu extrême pour débuter. Moi, ce que je vous conseille, c'est de réduire progressivement tous les jours la durée que vous accordez dans l'emploi du temps au digital et de remplacer systématiquement cette durée, ce temps qui va devenir libre, par quelque chose d'autre à faire. Dans un premier temps, on va commencer par le faire parce qu'on a besoin que ce soit tangible. Et donc petit à petit, vous pouvez utiliser des post-it, vous pouvez utiliser un emploi du temps, vous pouvez utiliser des plages horaires, comme je vous le disais. Et à un moment donné, ça ne se comptera plus en minutes, ça va être peut-être au départ 10 minutes en moins par jour. Et puis après, ce sera en heures, et après, ce sera en demi-journée. Donc vous pourrez véritablement dire, après 17h, j'éteins tout. Et puis où j'éteins entre 17 et 20h ou entre 17 et 19h, à 19h30 je fais un petit point, je rallume et après j'éteins tout pour la nuit. Vous pourrez véritablement dire peut-être un jour j'éteins tout le samedi ou j'éteins tout le dimanche, ou alors je consulte qu'en début de journée et en fin de journée. Donc ça c'est pour le cerveau gauche. Après vous pourrez engager le cerveau droit. Certaines personnes y arriveront. Donc le cerveau droit, c'est plus le cerveau de l'imaginaire, de la contemplation, de l'imagination. Donc oui, on peut avoir des activités du faire en utilisant son cerveau droit, mais encore plus abstrait, on peut se tourner vers l'être, tout simplement être. Avoir des temps dans votre emploi du temps qui sont juste de contempler, de regarder,
de faire de l'immersion nature, d'aller écouter, sentir sensoriellement la rivière, observer la fleur, écouter le vent dans la forêt, écouter le son de la pluie, regarder, observer avec amour tout ce qui est autour. Et ça rejoint toutes les pratiques de mindfulness, de présence à soi, de méditation dans le présent, ou toutes les techniques de relaxation guidée, mentale, par exemple des relaxations de rêve éveillé dans la nature ou autre. Donc c'est sûr que ça va demander du temps pour arriver à cet état d'être, surtout si vous êtes addict. Commencez déjà par le faire, remplacez les plages de faire du digital à faire des activités plus plaisir ou des obligations. Et à un moment donné, vous pourrez intégrer aussi des plages d'être, tout simplement, pour pouvoir avoir moins cette pression de devoir toujours générer quelque chose. Enfin, il va y avoir tout le pan de la gestion émotionnelle. Donc là, il y a plein de techniques qui existent pour la gestion des émotions. On peut avoir un carnet de bord, on peut faire de l'EFT. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la gestion des émotions qui passe par le corps, parce qu'effectivement, vous pouvez faire des thérapies verbales où vous allez parler à un psychothérapeute de vos émotions. Personnellement, en tant que professeur de Qigong, je trouve que l'outil du Qigong il est extraordinaire pour gérer les émotions en les faisant sortir par le corps, par le souffle et par le geste. Si ça vous intéresse, allez voir sur ma chaîne YouTube toutes les vidéos de Qigong en lien avec les émotions et vous y trouverez, je pense, votre compte. Donc voilà, vraiment trouver des méthodes d'harmonisation des émotions parce que ça passe à la fois par le corps, les émotions, mais aussi par le mental. Et puis après, on a tout ce qui est outils naturopathiques de gestion des tensions mentales, c'est-à-dire des plantes ou des compléments alimentaires qui vont être en lien avec la relaxation mentale. Je vous parlais de relaxation nerveuse, physique, musculaire tout à l'heure. Là, on va être plutôt dans la relaxation au niveau des pensées, donc la passiflore par exemple est un bon exemple pour ça. Et puis on va avoir tous les outils de focus, de focal au niveau du mental, tout ce qui va aider les troubles de l'hyperactivité avec troubles de l'attention. Donc notamment je pense à des plantes comme la scutellaire ou le basilic sacré ou le gotu kola ou des oméga 3. Voilà, on a tout un arsenal de choses qui peuvent aider la cognition, la concentration, la focale mentale quand on est dans le trouble de l'attention. Donc les solutions par rapport au comportement addictif, on peut retrouver pas mal de ces conseils dans différents documentaires qui ont été faits sur le sujet, mais voici un petit résumé, c'est pas exhaustif, hein, vous pouvez certainement rajouter à la liste. La première chose, c'est de savoir que par le comportement, on peut, c'est le sujet des thérapie comportementale, on peut changer aussi la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire qu'il est malléable, il est tout à fait en capacité de bouger, de se reconstituer, de changer, autant au niveau de sa structure qu'au niveau de ses habitudes. Certains disent qu'il faut 3 semaines pour changer des habitudes, d'autres disent qu'il faut 1 à 3 mois, d'autres disent qu'il faut jusqu'à 2 ans. Voilà. Et des fois, ça va dépendre de chacun, il n'y a pas de règle universelle, mais il faut savoir que plus votre comportement suivra, respectera tout ce dont j'ai parlé, donc le fait de mettre en place un emploi du temps avec des activités saines, réelles, versus des activités, on va dire, virtuelles, plus vous respecterez cet emploi du temps, plus vous respecterez ces temps et ces rituels, plus finalement ce qui est effort va devenir à terme facilité, habitude tout simplement. Donc au départ ça va être peut-être dur, mais après ça fera partie intégrante de votre quotidien. Alors, il y a, on va dire, 3 formes de restriction. La première, elle est chronologique, donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de dire je réduis d'1 heure chaque jour ma consommation de virtuel, elle est temporelle en fait, donc ma consommation de digital. On sait, les études cliniques montrent que réduire d'1 heure chaque jour, ça aide déjà beaucoup au niveau des addictions.
Le deuxième type de restriction, ça va être la restriction plus physique, c'est-à-dire si on a le téléphone, eh bien avoir des plages où on éteint le téléphone et on le met physiquement à distance de soi. C'est-à-dire ça peut être dans un tiroir, notamment je pense la nuit quand on charge son téléphone, on va le mettre dans un tiroir à distance parce qu'on sait que la proximité physique avec le téléphone va enclencher un mécanisme de manque et donc on risque de moins tenir physiquement. Une autre possibilité de distanciation physique, c'est quand on a des applications par exemple ou des jeux vidéo qui sont particulièrement dopant. On peut donner, par exemple, s'il y a un code d'accès au téléphone ou un code d'accès à ces applications ou un code d'accès à ces jeux vidéo, on donne le code à un ami, à de la famille, à quelqu'un de confiance. Et si on veut utiliser l'appli ou le jeu en question, il faut leur demander. Voilà, donc arrangez-vous pour essayer de trouver des façons de poser des mots de passe sur des choses et puis demander à quelqu'un de confiance, de bienveillant, d'être le gardien, si vous voulez, de votre consommation. Troisième possibilité, on peut au sein d'une même famille se mettre d'accord, demander le support de sa famille ou de ses colocataires par exemple, ou de ses collègues pour par exemple respecter un temps sans digital, notamment le temps du repas. Se mettre tous d'accord pour que lors d'un repas, que ce soit au restaurant, en cantine ou chez soi, que personne ne sorte le téléphone portable, que personne n'écoute la télé ou autre, et que tout le monde soit d'accord pour garder ce sanctuaire de paix et de tranquillité. Très très important, notamment d'être dans son assiette au moment où on mange. Et enfin, troisième type de restriction, la restriction, on va dire, catégorique, c'est-à-dire la restriction pour rendre son téléphone moins attrayant par rapport à ce qu'il pourrait représenter habituellement. Donc la première chose, c'est d'éteindre les notifications. Bon, ça, beaucoup de gens le font déjà, mais éteindre les cloches, les sons surtout. Donc ça peut être juste baisser le son du téléphone, mais aussi éteindre toute notification. Je vois les gens qui se laissent submerger par les notifications WhatsApp. C'est pas étonnant qu'il y ait des troubles de l'attention quand on est face à des groupes qui nous envoient une clochette toutes les 30 secondes en fait. Donc on éteint les notifs, on éteint tout ce qui est sollicitation sonore. Une autre possibilité, plus au niveau visuel, c'est de mettre son téléphone en mode grisé. C'est-à-dire qu'on peut changer les couleurs. Ça, c'est un truc qui est très utilisé par les comportementalistes pour rendre le téléphone moins attrayant, parce qu'il est en noir et blanc et non pas en couleur. Une autre possibilité, c'est d'enlever toutes les applications qui sont inutiles. Donc ces applications-là, on sait qu'il y en a plein qu'on n'utilise pas plus que d'habitude. Déjà d'alléger, on va dire, le stimuli visuel, d'en avoir autant. Ça allégera aussi votre téléphone au passage. Et puis il y a des applications qui existent qui vous permettent de mesurer le temps que vous passez sur le téléphone. Et donc à chaque fois de vous dire attention, vous êtes en train de passer, le téléphone est actif depuis plus d'1 heure. Éteignez votre téléphone, allez faire quelque chose d'intéressant dans la nature ou à l'extérieur. Enfin, on a, non négligeable, mais on a remplacé aujourd'hui nos montres, nos alarmes par le téléphone et aussi nos appareils photo par le téléphone. Alors, je sais, ça c'est un grand sujet, mais si vous voulez passer un petit peu moins de temps sur les écrans, vous pouvez utiliser tout simplement une montre au poignet ou un réveil à l'ancienne ou ou tout simplement un appareil photo qui peut être de très bonne qualité aussi par ailleurs, un appareil photo digital. Alors des solutions par rapport aux enfants. Tout d'abord, point de vigilance par rapport aux parents, aux éducateurs, aux écoles, aux institutions tout simplement qui ont une énorme responsabilité. Nous sommes les premiers fautifs souvent dans l'exposition des enfants au digital. Donc je dirais dans un premier temps,
Essayez d'attendre le plus tard possible pour exposer vos enfants au digital, au téléphone portable en particulier, au lieu de miser sur le portable dès le plus jeune âge chez les tout bébés, chez les jeunes enfants, notamment quand vous êtes dans des activités sociales, vous ne voulez pas être dérangé au resto ou autre. Pensez plutôt à prévoir tout simplement un sac à dos avec des coloriages. Ça prend pas plus de temps, ou avec des jouets physiques, ça prend pas plus de temps, c'est un petit réflexe à avoir et qui vous demande à peine plus d'organisation et qui permettra à vos enfants d'être tout à fait pacifiés, de s'engager dans des activités douces qui vont pas troubler leur sens de l'attention. Aussi, misez sur tout ce qui est auditif, tous les outils auditifs qui sortent aujourd'hui, les jouets auditifs, je pense en particulier à l'Uni, la Fabrique à Histoire, donc cette petite boîte qui permet aux enfants d'être intrigués par des histoires en audio, si vous n'avez pas le temps de lire à vos enfants. Achetez-leur l'Uni ou tout autre équivalent, faites-les écouter de la musique, des histoires sur MP3, sur Audible aussi. Voilà, des trajets en voiture, vous pouvez très bien faire un audiobook au lieu de mettre un écran à vos enfants. Les audiobooks, c'est extraordinaire. Et vous n'avez pas l'obligation d'écouter forcément l'histoire de l'enfant, mais vous pouvez lui mettre un casque et ça se passera très 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 bien. Ensuite, tout ce qui est télévision, écran, séries, films, essayez de limiter l'exposition à ces écrans le plus possible en étant très strict sur la durée, par exemple. Ne réserver, évidemment c'est un plaisir de regarder des petites séries, des petits dessins animés, mais dire voilà, ce sera uniquement 30 minutes et uniquement les jours où tu ne vas pas à l'école, par exemple, ou uniquement le mercredi, ou uniquement 2 fois par semaine. À vous de trouver voilà, vos limites, hein. Et puis bien sûr éviter l'exposition à la télé, aux séries, aux dessins animés le soir au coucher, c'est une évidence, mais aussi le matin au réveil quand les enfants ont besoin d'être alertes pour se préparer, pour aller à l'école ou autre. Ensuite, je vais être un peu radicale là-dessus, mais moi si ça tenait qu'à moi, j'éviterais de donner un smartphone à des enfants avant le lycée. Ce qui n'exclut pas de leur donner un téléphone dès le collège. Ils peuvent tout à fait être joignables, comme nous, notre génération avait accès à un téléphone portable, mais sans avoir toute la panoplie de réseaux sociaux, d'applications, d'accès à Internet et toutes les dérives que ça peut amener. Chez des jeunes enfants, ou des grands enfants ou des jeunes ados, notamment à l'âge du collège, qui n'ont pas la maturité cérébrale pour encaisser des violences éventuellement qu'ils peuvent voir, ou de la comparaison sociale, ou des pics de dopamine, ou du cyberharcèlement, ou des messages inappropriés, etc., etc. Donc si ça tenait qu'à moi, je dirais les smartphones à partir du lycée, et encore que, est-ce qu'on a la maturité mentale pour ça, je ne sais pas, cérébrale, mais au collège, je dirais, on favorise plutôt les portables simples. Alors ça, c'est un gros acte de désobéissance sociale et civile, et je ne suis pas sûre qu'on y arrive de sitôt. Ensuite, augmenter le temps d'activité externe au digital le plus tôt possible, le plus jeune possible chez vos enfants. Encouragez-les à participer à des activités. Alors je sais que ça a parfois un coût, mais pas tout le temps. Faire courir un enfant dans la forêt, il n'y a pas de coût particulier. Lui faire du vélo, il n'y a pas de coût particulier. Mais encouragez-les à s'engager dans le sport, dans une activité physique, dans une activité artistique, dans une activité même de relaxation. Et dans de l'immersion nature le plus tôt possible pour qu'il y ait des mécanismes de feedback, d'autosatisfaction, d'autosatisfaction par rapport à une activité qui est réelle et non pas ancrée dans le virtuel. Augmenter aussi le temps en famille. Ne sous-estimez pas l'attention dont les enfants ont besoin de la part des adultes. Donc le temps en famille, ces moments précieux qui sont des moments grégaires de tradition, d'us et coutumes, de partage, de transmission, qui sont extrêmement importants.
Voilà. Et je n'ai pas parlé non plus des sorties culturelles qui sont essentielles. Dernier point, on peut avec les enfants mettre en place des programmes comme j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un emploi du temps qui laisse la place pour du digital et puis qui, chez les enfants addicts, leur propose de faire d'autres activités, de remplir petit à petit leur emploi du temps par des activités autres que le digital. On sait aujourd'hui par les études cliniques que les programmes qui marchent le plus sur les addictions digitales pour les enfants sont les programmes qui ont une composante d'éducation. C'est-à-dire où on parle aux enfants des dérives, aux enfants qui sont en âge de comprendre, mais dès l'âge de 5 ans, je pense qu'ils sont en mesure d'entendre. Après, voilà, la compréhension se fera au fur et à mesure. De comprendre pourquoi le digital peut être problématique pour eux et quels sont aussi les impacts au niveau sociétal, au niveau relationnel, au niveau du corps, mais aussi au niveau légal, au niveau performance à l'école, voilà, éducation. Quels sont les impacts? Et il ne faut pas sous-estimer la capacité des enfants à comprendre, à intégrer l'information, quand on s'est expliqué de façon posée, raisonnée, et à faire leur propre choix. Alors on dit souvent l'âge de raison arrive à partir de 7 ans. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine maturité qui se fait et on est moins dans l'émotionnel. Mais je pense qu'un enfant à qui on explique le plus tôt possible, ce sera toujours ça de gagner. Et surtout leur faire confiance dans leur capacité à vraiment s'orienter vers... quand ils ont en possession, en pouvoir, la connaissance de quelque chose, ils sont valorisés. Et les enfants adorent être valorisés. Ils adorent avoir des responsabilités à leur échelle, bien évidemment. Et leur prise de décision n'en sera que valorisée aussi. Alors voilà, c'en est fini pour cette très longue vidéo sur le digital. Je vous remercie d'être encore ici, si vous l'êtes, et d'avoir pu écouter tout le déroulé. En conclusion, je dirais que le digital, le tech, va se développer malgré nous, qu'on le veuille ou non. Il y a toujours la génération d'après, là on en est à l'intelligence artificielle, il y en aura d'autres, et il faudra bien qu'on fasse avec. Mais il faut se souvenir que la tech, le digital, est créé par l'homme. Et que donc, sans nous, ça n'existe pas. Sans notre implication, sans notre impulse, sans notre innovation, sans notre accord, eh bien, ça n'a pas d'impact ni d'emprise sur nous. Donc, on a en nous la capacité, le pouvoir de limiter les excès et de ne pas laisser le pouvoir du digital avoir une emprise sur notre vie. Et on a cette capacité en nous de faire notre propre choix pour notre bien-être. Voilà. Souvent, on voit beaucoup de personnes qui se mettent plutôt en mode de victime, en disant voilà, je subis tout ça, et au final, on oublie, en prenant un petit peu de recul, que non, c'est un choix qu'on a fait à un moment donné. Après, on a dérivé, puisque les changements qu'on peut avoir au niveau cérébral ont fait que l'accoutumance s'est mise en place, mais au départ, ça part toujours d'un choix qu'on a fait consciemment. Alors chez les enfants, c'est un petit peu différent, effectivement. Donc si le sujet vous intéresse et si les solutions naturelles de bien-être, de santé vous intéressent, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet pour découvrir tous mes accompagnements. Je m'adresse aux personnes sensibles, empathiques, qui se sentent particulièrement impactés par le béton, le tech, le digital, le stress, et qui souffrent, on va dire, de stress chronique, d'épuisement, de fatigue et de perte de sens dans ce monde qui voilà, est par certains aspects assez dénaturé. Pour les aider, par le biais de choses très naturelles, concrètes, douces, voilà, ça passe par les 5 sens, ça passe par le senti du corps, ça passe par de la lenteur, par de la douceur, par un rapport à la nature. Donc je les aide à retrouver de l'énergie, leur propre énergie, à retrouver
de la vitalité, de la sérénité aussi, et puis à retrouver, on va dire, la foi, l'espoir dans tout ce qui est positif dans ce monde. En tant que personne sensible, à retrouver leurs besoins réels en tant que personnes sensibles qui sont différents de la plupart des autres personnes, à retrouver leurs qualités en tant que personnes sensibles qui sont souvent occultées et mises de côté, et à pouvoir tranquillement naviguer vers plus de bien-être en toute autonomie. C'est l'objectif à terme. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.